Aujourd'hui, nous examinons une affaire datant de la première moitié du 19e siècle. Installez-vous confortablement, nous partons pour l'Angleterre. Maria Martin est née le 24 juillet 1801 dans le petit village de Polstead, dans le comté anglais de Suffolk. Son père, Thomas, était taupier, piégeant les petites créatures dans les endroits où elles étaient jugées nuisibles aux cultures et aux jardins. À l'époque, l'Angleterre n'avait pas encore mis en place un système d'éducation obligatoire et très peu d'enfants recevaient une quelconque instruction. Maria était une enfant intelligente. Et avec le peu d'enseignements reçus, elle apprit à lire et à écrire. Ce fut une enfance modeste dans la campagne du Suffolk. Mais lorsqu'elle eut 9 ans, la tragédie a frappé lors du décès de sa mère. Maria se chargea alors de s'occuper de son petit frère et de sa petite sœur. Finalement, son père s'est remarié. Maria est devenue une jeune femme très attirante et très sympathique. Elle était souvent abordée par les messieurs du village. Dès qu'elle soit considérée comme issue d'un milieu social inférieur, un des messieurs s'appelait Thomas Corder, le fils d'un riche fermier locataire. Il devint un visiteur régulier du petit cottage où Maria vivait avec sa famille. Cependant, il ne voulait pas que l'on sache qu'il courtisait la fille du piégeur de taupes local, et leur relation se vivait de façon assez discrète. Maria avait seulement 17 ans et était une jeune fille assez impressionnable. Bien qu'elle ait été surprise lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, au fur et à mesure que la grossesse avançait, les visites de Thomas se faisaient de plus en plus rares. Après la naissance du bébé, Thomas cessa complètement de rendre visite. Il ne voulait pas attirer l'attention sur le fait qu'il avait eu un enfant illégitime. Il n'a pas non plus versé de pension alimentaire à Maria. Ce fut une période difficile pour elle. Elle avait maintenant 18 ans et vivait dans la petite maison. À l'époque, le taux de mortalité infantile était de 300 décès pour 1000 nourrissons nés, mais il était plus élevé dans les zones rurales. Malheureusement, le bébé de Maria est décédé. Quelques mois plus tard, Maria a entamé une relation avec un homme respectable nommé Monsieur Peter Matthews. Il n'était pas du village, mais connaissait bien Polstead, car il avait de la famille qui y habitait. Encore une fois, elle apprit vite qu'elle était enceinte. Mais tout comme Thomas Corder, M. Peter Matthews n'avait aucune intention de l'épouser. Heureusement, ce monsieur n'allait pas non plus l'abandonner complètement et il a accepté de fournir une aide financière pour son enfant. Le plus jeune frère de Thomas Corder s'appelait William, un personnage sympathique qui malheureusement avait une mauvaise réputation. Il avait fréquenté un internat où il était considéré comme un élève brillant. Il avait gagné le surnom de Foxy à cause de ses manières sournoises. Il avait déjà vendu frauduleusement les cochons de son père. Bien que son père ait réussi à révéler l'affaire sans impliquer la justice, il a également émis un chèque falsifié d'un montant de 93 livres et il est devenu bien connu du policier local lorsqu'il a aidé un homme nommé Samuel Smith à voler un cochon dans un village voisin. Son père en était venu à désespérer des frasques de son plus jeune fils. Il l'a donc envoyé à Londres, espérant qu'il y trouverait du travail et changerait. Au lieu de cela, William a joué au jeu d'argent et dépensé tout l'argent reçu. Mais William a dû retourner à Polstead car son père et ses frères sont tous morts en l'espace de 18 mois. Thomas s'est noyé en tentant de traverser un étang gelé, et son père ainsi que ses autres frères ont succombé à la tuberculose. William devait maintenant gérer la ferme avec sa mère. En mars 1826, il a entamé une relation avec mademoiselle Maria Martin. Elle avait maintenant 24 ans et ni Maria ni William ne semblaient préoccupés par le fait qu'elle avait eu une relation précédente avec le frère aujourd'hui décédé de William, Thomas. Il semblait cependant que William abordait la relation de la même manière. Il veillait aussi à ce qu'ils ne soient jamais vus ensemble. Cela devint plus difficile lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. Pour éviter les commérages locaux, le couple quitta le village et alla vivre dans la ville voisine de Sudbury. Là, il prétendait être mari et femme. Lorsque son bébé naquit en 1827, Maria insista pour que William l'épouse. Et bien qu'il ait accepté de le faire, il trouvait toujours une excuse pour retarder le mariage. Le couple est retourné à Polstead, mais moins d'un mois après avoir accouché, le Dédé est mort. William a proposé de ramener le corps à Sudbury pour l'enterrement. Bien que William et Maria aient quitté le village pour parcourir 16 km jusqu'à la ville, William s'est arrêté avant d'arriver et a plutôt enterré son bébé dans un champ. N'ayant plus d'enfants vivants, William n'avait plus de raison d'épouser Maria. Elle était vue comme une femme perdue et il lui serait difficile de trouver un mari. Surtout un qui était considéré comme étant dans une bonne situation financière. William leur a dit, à elle et à sa belle-mère, qu'il était un gentleman et voulait l'épouser.
Bien qu'il travaille, il dépendait encore de sa mère pour toucher son salaire hebdomadaire. Elle savait que son fils dépensait souvent tout ce qu'il avait. Alors elle veillait à garder le contrôle de l'argent, ce qui déplaisait à William. Monsieur Matthews a continué à verser une pension à Maria pour subvenir aux besoins de l'enfant qu'il avait eu avec elle. Mais à une occasion en 1827, elle a disparu. Sachant que William avait un passé plutôt trouble, elle a cru qu'il l'avait peut-être volé. Elle était dans une situation désespérée, comme si elle l'accusait et qu'il était reconnu coupable. Il pourrait être pendu pour vol. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Pourtant, elle pouvait aussi être poursuivie pour être une jeune femme ayant donné naissance à 3 enfants illégitimes. William avait promis de l'épouser, et elle savait que s'il le faisait, le magistrat ne pourrait plus porter ses accusations contre elle. William niait avoir pris l'argent et continuait d'affirmer qu'il se marierait bientôt. En mai 1827, William arriva à la petite chaumière des Martins et annonça à Maria et à sa belle-mère, prénommée Anne, qu'il avait entendu dire que le policier local cherchait à obtenir l'autorisation de poursuivre Maria pour avoir donné naissance à 3 enfants illégitimes. Il déclara que Maria devait quitter le village, puis ils iraient ensemble à la ville marchande d'Ipswich. Le départ fut prévu pour mercredi soir, mais cela fut repoussé jusqu'au vendredi 18 mai, lorsque William vint au cottage et dit à Maria qu'il devait partir immédiatement, car il avait été informé de manière fiable que le mandat pour la poursuivre avait été signé et qu'elle serait bientôt arrêtée. Madame Anne Martin était inquiète que sa belle-fille parte en plein jour, car elle craignait qu'elle le soit reconnue. William lui dit que Maria devait s'habiller en garçon et le retrouver à la Grange Rouge sur Barnfield Hill. Il prendrait une robe pour qu'elle puisse se changer avant d'aller à Ipswich. Craignant d'être arrêtée, Maria se prépara rapidement et se rendit à la Grange Rouge. Au cours des semaines suivantes, William continue à travailler à la ferme, même sans aucun signe de Maria. Lorsque son père l'a abordé, M. Thomas Martin, William l'a informé avec assurance que sa fille séjournait sur la côte du Norfolk à Yarmouth et qu'elle ne voulait pas encore retourner à Polstead car elle craignait d'être arrêtée. Il a dit qu'elle écrirait bientôt, mais qu'elle ne pouvait pas pour l'instant, car elle s'était malheureusement blessée la main. Malgré les assurances de William que Maria allait très bien, on continuait à poser des questions sur l'endroit où elle se trouvait. À toute question, on répondait qu'il se marierait en septembre. Mais sa réputation faisait que beaucoup doutaient de lui. Finalement, William décida de quitter Polstead et de s'installer à Londres. Il continua d'écrire au père et à la belle-mère de Maria, les informant que lui et Maria s'étaient mariés et vivaient désormais heureux sur l'île de Wight. Étrangement, il a également demandé à M. Martin de brûler les lettres, précisant que lui et sa femme craignaient que M. Peter Matthews découvre leur adresse. Au fil des mois, M. et Mme Martin étaient de plus en plus inquiets pour Maria. Nous étions maintenant en 1828, et ils n'avaient pas eu de nouvelles d'elle depuis le 18 mai de l'année précédente. William leur répétait qu'elle était très occupée, avait écrit, mais si les lettres n'étaient pas arrivées, elles avaient dû se perdre. Les villageois ne pensaient plus beaucoup à Maria Martin. Après tout,
Elle avait eu 3 enfants hors mariage et vivait apparemment ailleurs maintenant. Cependant, Madame Anne Martin était de plus en plus troublée. Elle croyait que quelque chose n'allait pas et elle se mit à rêver de sa belle-fille et à parler dans son sommeil. Elle disait que Maria avait été assassinée et enterrée dans la Grange Rouge. Le 19 avril 1828, son mari accepta d'aller à la grange. Il pensait pas faire de découverte. Après tout, de nombreuses personnes y étaient entrées et sorties depuis le départ de Maria avec William sans jamais rien soupçonner d'anormal. Néanmoins, il s'y rendit et commença à fouiller autour des bacs à vin. Quelques instants plus tard, il fut horrifié en voyant sous lui ce qu'il pensait être un corps en décomposition avancée recouvert d'un sac. Il a alors contacté le constable. Une fois que l'aide est arrivée, le défunt a été emmené à l'auberge locale où une enquête sur le décès a été organisée. Malgré le mauvais état du corps, il a été identifié comme étant Mademoiselle Maria Martin. Sa sœur et sa belle-mère ont reconnu ses vêtements. La couleur de ses cheveux était la même, elle avait un léger écart entre ses dents. On a remarqué qu'autour de son cou était noué un foulard vert qui aurait appartenu à Monsieur William Corder. Un médecin a conclu qu'elle avait été touchée par balle. Elle avait aussi des blessures à la poitrine par arme blanche. La cause du décès restait indéterminable. 9 possibilités différentes ont été répertoriées, y compris la strangulation et le fait d'avoir été enterrée vivante. Le policier local devait maintenant retrouver Monsieur William Corder. À l'insu de tous, à Polstead, il s'était en fait marié et avec sa nouvelle épouse, il dirigeait la pension Everly Grove pour dames dans la ville de Brentford, à quelques kilomètres à l'ouest de Londres. Sa femme s'appelait Mary Moore et il l'avait rencontrée en passant une annonce dans la rubrique des cœurs solitaires de 2 journaux. Son annonce était très convaincante. Et il avait apparemment reçu plus de 100 réponses. Le policier Ayres de Polstead était assisté par un policier londonien nommé Officier Lee, et ensemble, ils ont réussi à retrouver le suspect dans la pension pour dames à Brentford. L'officier Lee a approché Monsieur Corder sous prétexte qu'il avait une fille qu'il aimerait faire séjourner là-bas quelque temps. Lorsque les 3 messieurs furent seuls, l'officier Lee a dit à William qu'il avait l'autorité de l'arrêter et de le faire ramener dans le Suffolk, où il serait inculpé du meurtre de Maria Martin. Le procès devait avoir lieu dans la ville de Bury St Edmunds, et même avant qu'il ne commence, la presse et le public l'avaient déjà déclaré coupable. Des marionnettes racontaient comment il avait tué Maria dans la Grange Rouge, et des chansons parlaient de lui. L'intrusion des médias et la fascination du public ont fait que le procès a dû être retardé. Le juge, le baron en chef de l'échiquier, William Alexander, était très mécontent de la couverture médiatique de l'affaire. Il a déclaré que cela portait manifestement préjudice à l'accusé. Comme la cause exacte du décès était difficile à déterminer, William Corder a été accusé d'avoir assassiné Maria Martin en lui tirant volontairement dessus avec un pistolet à travers le corps et également en la poignardant avec une dague. Cependant, afin d'éviter tout risque d'annulation du procès, il a été inculpé de 9 chefs d'accusation, dont un pour faux. Le procès a finalement commencé le 7 août 1828 et s'est déroulé au Shire Hall à Bury St Edmunds. Les hôtels de la ville étaient complets et comme l'intérêt était si grand, l'entrée au tribunal se faisait uniquement sur présentation d'un billet. Néanmoins, le jour venu, de grandes foules se sont rassemblées à l'extérieur, espérant apercevoir l'accusé. Il y avait tant de monde que même les fonctionnaires du tribunal ont dû se frayer un chemin pour entrer. L'accusé, Monsieur William Corder, a plaidé non coupable. La défense lui a rappelé qu'il était la dernière personne à avoir vu Maria vivante, et des témoins ont raconté les événements du vendredi 18 mai 1827. Madame Anne Martin a informé le tribunal de la façon dont William avait demandé à Maria de s'habiller en garçon et de se rendre à la Grange Rouge, car il leur avait dit qu'elle devait quitter Polstead parce que le constable allait l'arrêter pour avoir donné naissance à 3 enfants illégitimes. Cependant, lors de l'interrogatoire, le constable a déclaré qu'il n'avait jamais envisagé d'obtenir un mandat pour arrêter Mademoiselle Martin. Le frère de Maria, nommé George, qui au moment de sa disparition avait 9 ans, a informé le tribunal qu'il avait vu l'accusé le jour en question. Il a déclaré que Monsieur William Corder marchait vers la grange avec un pistolet et une pioche. L'accusation a affirmé que l'accusé n'avait jamais eu l'intention d'épouser Mademoiselle Martin et qu'une tension était survenue entre eux à la suite du vol de l'argent envoyé par Monsieur Matthews, le père de son enfant encore en vie. Lorsque Monsieur William Corder a été appelé à la barre, il a raconté une histoire différente. Il a dit que Maria était en possession de ses pistolets et qu'elle les avait depuis qu'ils avaient vécu quelque temps à Sudbury.
Il a affirmé qu'elle les avait emportés pour les faire réparer. L'armurier a témoigné qu'ils avaient effectivement été récupérés par une jeune femme et un jeune homme. D'autres témoins ont déclaré n'avoir vu les pistolets qu'entre les mains de Maria. William a confirmé avoir été dans la grange avec Maria. Il a dit qu'il s'était disputé car elle lui parlait de façon désobligeante. Il a affirmé lui avoir dit que si elle le traitait de cette manière, il ne l'épouserait pas. Il a dit avoir quitté la grange. Alors qu'il s'éloignait, il a entendu un coup de feu. Alors il est revenu en courant pour découvrir que Maria s'était suicidée. Pris de panique, il a enterré son corps. Il a déclaré au tribunal qu'il était innocent du crime dont il était accusé. Lorsque le jury s'est réuni pour délibérer, ils n'ont fait que pendant 35 minutes, avant de revenir pour déclarer l'accusé, Monsieur William Corder, coupable, et le juge l'a condamné à mort. Il a ensuite été reconduit à la prison où il a reçu la visite de sa femme. Tout au long du procès, elle était restée calme et digne. Accompagnée de l'aumônier de la prison, elle l'encourageait à se réconcilier avec Dieu. L'exécution était fixée au 11 août. Lorsque le jour arriva, William a écrit une confession complète. Il a dit qu'il s'était disputé avec Maria et qu'il lui avait tiré dessus, mais il a soutenu que c'était un accident. Juste avant midi, il est monté sur l'échafaud où une grande foule s'était rassemblée derrière la prison. Avant qu'il ne soit pendu, il a dit « Je suis coupable. Ma sentence est juste. Je mérite mon sort et que Dieu ait pitié de mon âme. » Son corps est resté pendu pendant 1 heure avant d'être ramené dans la salle d'audience du Shire Hall. Là, il a été ouvert et exposé au public. Le journal Norwich and Bury Post a estimé que plus de 5000 personnes ont fait la queue pour le voir. L'affaire de la pauvre Maria Martin avait fasciné tout le pays. Et après le procès, des livres et pièces de théâtre ont été écrits sur le sujet. Des morceaux de la corde qui ont servi à pendre William Corder ont été vendus pour 1 guinée. Et une mèche de cheveux de Maria s'est vendue pour 2 guinées. Polstead est devenu très prisé des visiteurs et collectionneurs de souvenirs. Et on estime que l'année du procès, plus de 200 000 personnes ont envahi le petit village. La Grange Rouge a été dépouillée pour en faire des souvenirs, notamment des cure-dents taillés dans ses planches latérales en bois. Les chasseurs de souvenirs ont également apporté des morceaux de la pierre tombale de Maria Martin dans le cimetière de l'église Sainte-Marie, à tel point qu'aujourd'hui, seul un panneau sur un abri indique l'endroit où elle est enterrée. Le squelette de William Corder a été exposé dans une vitrine en verre dans l'ouest du Suffolk. En 2004, il a été retiré et incinéré. La Grange Rouge a brûlé en 1842 et le corps du bébé de William Corder et de Maria Martin, que l'on croyait enterré dans un champ, n'a jamais été retrouvé. L'affaire du meurtre de la Grange Rouge de 1828 a inspiré chansons, livres et pièces de théâtre, ainsi que d'émissions télévisées, de films et de documentaires. Et près de 200 ans plus tard, elle reste l'une des affaires de meurtre britanniques les plus connues. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.